Sur un grand et beau sujet qui nous concerne tous, qui est l'agriculture. Alors je vous demande d'accueillir sur scène, s'il vous plaît, pour ça. Alors Marion Henzer est un peu en retard, donc je la citerai tout à l'heure. Mais Johan Fournil, Sébastien Roumégus, Pedro Ferrandiz et Olivier Gallet. S'il vous plaît. Oh Marion, mais c'est trop fort. Oh regardez, mais la classe, le just in time. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Allez, salut Marion. Alors d'abord je vous explique dans l'ordre. Pedro, Olivier, Johan et Sébastien, pour que vous puissiez faire les rapprochements. Quoique les photos là sont assez récentes, mais parfois dans des conférences, on a des photos qui datent un peu. Et merci beaucoup Marion Henzer, directrice de Ferme d'Avenir, qui va animer ça de main de maître. Donc, je vais vous laisser entre les mains de Marion. Merci Marion d'avoir couru jusqu'ici. T'as fait du stop. Flèche verte pour avancer. Alors, blague à part. C'est un sujet magnifique qui nous concerne tous. Et en réalité, c'est une vraie tendance, plus qu'émergente aujourd'hui, de la bio-inspiration au sens large. Parce que le vivant produit beaucoup de denrées alimentaires depuis toujours, mais pas tout à fait comme nous. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure en introduction, ce qui est nouveau, ce n'est pas le biomimétisme, ce sont nos enjeux. Et on a quelques enjeux en matière d'agriculture, mais l'idée, ce n'est pas d'accuser les uns et les autres, c'est de montrer comment des solutions alternatives sont en train d'émerger, et vous allez être assurément assez surpris de ce que vous allez entendre. Donc Marion va démarrer sur quelques nouveaux modèles économiques de l'agriculture, parce que Ferme d'Avenir, c'est tout un magnifique et vaste écosystème, et il n'y a pas de ferme et de modèle monolithique. Il y a une mosaïque de modèles économiques dans l'agriculture. Donc Marion va vous expliquer ce qu'est Ferme d'Avenir et surtout vous montrer quelques exemples. Et puis ensuite, je vais vous laisser entre des champs de protéines et des dispersions de phéromones et de l'agriculture régénératrice. Vous devriez y passer un bon moment. Merci beaucoup à tous d'être là. Bonjour à tous. Est-ce que ça marche? Vous m'entendez bien? Et là? Ah. Eh bien, bonjour à tous. Désolée d'être en retard. Je viens de banlieue et j'avais aucun train ce matin, donc je suis venue en stop, en courant et en regardant chaque minute qui défilait. Donc, merci d'avoir été patient. Donc, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. Je m'appelle Marion Henzer et je suis la directrice du développement de l'association Ferme d'Avenir, donc qui développe l'agroécologie partout en France. Et donc, pour démarrer ce panel, je voudrais demander à tout le monde ici présent de dire un petit mot pour se présenter et éventuellement de donner sa définition de l'agriculture de demain. L'agriculture de demain, je dirais déjà que les agriculteurs d'aujourd'hui connaissent bien leur métier. Pedro Ferrandiz, donc de Genodix. On a un stand avec Olivier Gallet dans le bloc recherche, si vous voulez approfondir la question des protéodies. L'agriculture de demain, vaste, comme je disais, les agriculteurs d'aujourd'hui connaissent bien leur métier. C'est vrai qu'ils ont besoin de nouveaux outils et je pense que ce qu'on propose donne aussi une nouvelle vision du vivant. Donc on va rentrer un peu dans le détail. Et c'est peut-être cette combinaison de nouveaux outils et nouvelle vision du vivant qui permettra d'avancer dans ce sujet. Bonjour à tous, je m'appelle Johan Fournil et je suis le directeur des partenariats de M2I Group. Pareil, on a un stand, vous êtes les bienvenus. On fabrique des solutions de biocontrôle, donc des solutions biologiques de protection des cultures. Alors l'agriculture de demain, c'est un vaste sujet. Je vais essayer d'être bref dans cette mise en bouche. C'est, à mon avis, l'agriculture de demain, c'est l'agriculture raisonnée. L'agriculture raisonnée, ça veut dire deux choses. Ça veut dire l'agriculture réfléchie, où on repense ces pratiques et on essaie de les peser à l'aune des règlements climatiques, des exigences de santé publique, des exigences des consommateurs. Et puis raisonner, ça veut dire aussi
combiner des solutions qui appartiennent à l'agriculture de la fin du XXe siècle et des technologies émergentes aujourd'hui, comme celles dont on va probablement tous parler plus ou moins tout à l'heure, donc des solutions biologiques, plus respectueuses de l'environnement, qui ont vocation à se substituer aux anciennes solutions ou à venir alléger leur utilisation et en alternative totale ou partielle de ces solutions-là. Donc l'agriculture de demain, une agriculture raisonnée. Merci. Bonjour à tous, moi, je suis ravi d'être là parmi vous. Alors juste avant que je me présente, parmi vous en levant la main, à qui ça parle, agriculture régénératrice? Ah, c'est pas mal. Je m'attendais à moins que ça. Donc on a bien 20% de l'Assemblée à qui ça parle, donc c'est super. Donc moi je suis Sébastien Romégouze, donc je suis le fondateur de Biosphère. Donc on est une entreprise qui accompagne aujourd'hui dans une vingtaine de pays la transition vers l'agriculture régénératrice. On a mis ou on met en transition une centaine de milliers d'hectares aujourd'hui sur à peu près tous les systèmes de production. Donc ça va de la vigne à l'arboriculture en passant par les plantes aromatiques et médicinales ou encore les élevages, les céréales. Et majoritairement en Europe, mais de plus en plus hors Europe. J'ai appelé cette entreprise Biosphère et pas Agrisphère ou Agronomisphère ou je ne sais quoi, parce qu'en fait je pense qu'il faut comprendre la fonction essentielle de l'agriculture dans la restauration et la régénération des écosystèmes. Vous avez 3 choses qui prennent de la place sur les écosystèmes terrestres. Vous avez la forêt, l'agriculture et la ville. Alors la ville, ça ne prend pas une énorme place, surtout quand on a des politiques où on limite un peu son expansion. La forêt, a priori, ça devrait bien fonctionner, quoique des forêts monospécifiques, ça flambe vite et ça n'a peut-être pas toutes les fonctions écologiques qu'on souhaiterait. Et l'agriculture, 40, 50, 60% des surfaces d'un écosystème terrestre, c'est l'agriculture. Et l'agriculture entre en interaction avec les cycles de l'eau, avec les cycles du carbone, avec les cycles du vivant. Et donc l'agriculture doit être vue comme un outil de production, bien sûr. Moi je suis de famille de producteurs, donc je ne suis pas en train d'avoir une vision idéaliste de la production. On doit produire et manger. Par contre, ça doit se faire avec des méthodes culturales qui permettent d'être en interaction positive avec les cycles de l'eau, du vivant, du carbone, etc. Donc l'agriculture régénératrice, l'agriculture de demain, c'est une agriculture qui assume son rôle et sa responsabilité dans la régénération ou la destruction des écosystèmes, en sachant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Et je rejoins, et merci de l'avoir dit, les agriculteurs connaissent leur métier, les agriculteurs sont ancrés sur leur territoire. Ceci dit, on a des fois des contre-vérités. Ce matin, pour ceux qui ont LinkedIn, j'ai fait un post avec deux champs viticoles de part et d'autre. Les gens travaillent le sol depuis le mois de février sur une parcelle et l'autre partie est couverte. Ils travaillent le sol pour que l'eau s'infiltre. Pourtant, l'eau s'infiltre moins bien là où ils travaillent le sol que là où le sol n'est pas travaillé. Et ça, c'est une illustration, comme certaines pratiques usuelles et traditionnelles vues avec certaines fonctions n'ont en fait pas les fonctions que l'agriculteur croit. Et donc ça veut dire qu'à la base de cette agriculture, on a la connaissance et les savoir-faire. Et je pense que voilà, autour de cette table, on travaille dans ce cadre-là. Bonjour, merci. Donc Olivier Gallet, professeur à l'université, à CY Cergy Paris Université, au laboratoire Hermès, qui veut dire équipe de recherche sur les relations matrice extracellulaire, et aussi agriculteur dans l'Allier, où je produis des plantes à parfums aromatiques et médicinales et des plants maraîchers. L'agriculture de demain, pour moi, c'est une agriculture qui est déjà existante, elle est déjà là. C'est une partie d'agriculture du passé, une partie d'agriculture d'hier. C'est aussi la mise en place de chaînes de valeur, c'est aussi la définition de ce qu'on appelle les entrants, les sortants. C'est aussi une démarche qu'on a par rapport à son environnement. C'est revenir peut-être à des choses qui existaient dans le passé, qu'on a connues. C'est aussi des pratiques agricoles et des façons de gérer le territoire. C'est un ancrage territorial, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et cet ancrage territorial, il passe aussi par une connaissance. Et l'agriculteur de demain est une personne qui, comme elle l'a toujours été, est maître de son travail, a sa connaissance et est capable de concevoir des technologies, des nouveautés, en partenariat avec d'autres, comme nous on l'a fait dans le cadre de notre partenariat avec Genodix. Merci beaucoup. Pour commencer un peu dans le fond, il y a déjà des faudrait termes... présenter peut-être Ferme d'Avenir. Oui, Ferme d'Avenir. Alors effectivement, Ferme d'Avenir, c'est une association qui a été fondée il y a une dizaine d'années pour développer l'agroécologie. Donc on est une ONG, on met en place des programmes pour accélérer l'installation et aider les porteurs de projets qui veulent s'installer, donc être les futurs agriculteurs de demain, et les agriculteurs déjà en place à switcher vers des modèles agroécologiques. Et du coup, ça fait un petit peu le lien avec ce que j'allais dire, c'est que nous, chez Ferme d'Avenir, par exemple, on parle d'agroécologie. Johan, vous avez utilisé le terme d'agriculture raisonnée.
Toi, Sébastien, tu as parlé d'agriculture régénératrice. J'ai parlé d'agroécologie jusqu'à ce que l'agriculture régénératrice sorte. Voilà. Mais je pense que derrière les mots, il y a les processus. Et voilà. On est d'accord, mais je voulais faire un petit rappel linguistique comme ça, parce que pour les gens qui ne connaissent pas forcément, on parle aussi de permaculture, d'agriculture bio. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de présenter un peu tous ces termes-là et ce qu'ils recouvrent? Parce que j'ai l'impression que tous les 3, 4, 5 ans, il y a une nouvelle mode, un nouveau vocabulaire qui sort et ça perd peut-être un peu les gens. Bon, moi, je veux bien introduire quand même parce que je fais il y a beaucoup de confusion aujourd'hui et on a une partie de notre offre de formation, sensibilisation en entreprise, notamment pour les grands groupes, pour justement faire le tri. Parce que les gens s'y retrouvent plus. Vers où je dois aller? Je veux développer l'agriculture durable, vers où je vais? Je vais vers la bio, je vais vers l'agroécologie. Et moi, je reviendrai vers la base, c'est-à-dire qu'on a différentes manières de venir concevoir un système agricole. On a des stratégies où on va s'éloigner de l'agriculture très industrielle, conventionnelle, en substituant des produits phytosanitaires ou des engrais par d'autres choses. C'est un peu le principe de l'agriculture raisonnée. Et le pas d'après, qui n'invalide pas du tout les postures de substitution et d'optimisation des intrants, qui coûtent de l'énergie, qui peuvent polluer, etc., c'est d'aller vers un système où je vais refaçonner stratégiquement la façon que j'ai de produire. L'agriculture biologique rentre là-dedans. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir la même logique d'exploitation et de culture ou d'élevage dans un élevage biologique que, on va dire, dans une logique purement conventionnelle et industrielle, parce que je dois gérer mes matières organiques différemment, parce que je ne vais pas avoir des engrais puissants qui me permettront de me passer, de travailler avec ce cycle du vivant, donc les matières organiques, l'activité biologique des sols. L'agriculture régénératrice peut être bio et conventionnelle, entre guillemets, ou l'agroécologie peut être bio et conventionnelle. C'est-à-dire qu'on va aller vers l'économie d'intrants maximum en utilisant les cycles naturels au champ ou dans le cadre de notre élevage. Et donc, pour moi, mais aussi ça a été défini par l'INRA à l'époque, voilà, 2012, etc. L'agroécologie ou l'agriculture régénératrice, c'est s'appuyer sur les processus naturels au sein de l'exploitation agricole pour pouvoir aller vers un maximum de services écologiques, et ce qui permet de pouvoir économiser les intrants qu'on utilise aujourd'hui pour produire et qu'on essaye d'économiser, comme les engrais, les produits phytosanitaires, etc. Voilà, donc, après, il y a beaucoup de perméabilité des fois entre ces différents termes, mais l'agriculture biologique, c'est très normé, c'est déposé, il y a un cahier des charges. Pour le reste, il y a un ensemble de dynamiques. Voilà, je laisse mes collègues préciser leur pensée, s'ils sont d'accord ou pas. Effectivement, il existe des labels, donc le label agriculture biologique qui contraint les agriculteurs sur un certain nombre d'itinéraires techniques et de produits à utiliser. Ensuite, vous avez également des labels donc, de HVE, haute valeur environnementale, ou des labels d'agriculture en transition, donc qui vont évaluer la performance de l'agriculteur qui va passer d'une agriculture conventionnelle utilisant des phytosanitaires standards, en général chimiques, et qui va peu à peu réduire ses usages et l'usage de ses intrants pour aller vers quelque chose de plus vertueux. Donc ça, c'est les labellisations. Il en existe d'autres, mais c'est les labellisations, on va dire, publiques. Vous avez des outils qui permettent cela. Donc les outils, il y a des produits, donc des produits d'origine biologique ou de mécanismes naturels qu'on appelle les produits de biocontrôle, qui sont également définis au code rural. Et vous l'avez dit, ces produits de biocontrôle sont les produits qui reposent sur des mécanismes naturels. Donc c'est des phéromones comme celles qu'on fabrique chez M2I, à savoir des odeurs d'insectes qui sont biomimétiquement reproduites et qui sont appliquées pour lutter contre les ravageurs. C'est des produits naturels qui vont avoir des rôles de biostimulation ou de renforcement des défenses des plantes. Ce sont l'usage d'insectes bénéfiques, auxiliaires, qui vont contribuer à la bonne santé de la culture. Donc ça, ce sont les outils. Et puis, il y a les outils que vous avez évoqués, donc l'agriculture régénérative, qui constitue aussi un panel d'outils et une boîte à outils de méthodes qui vient contribuer à cette transition vers une agriculture biologique. Je suis pas compétent du tout dans toute cette technique. Si je peux apporter une contribution, tout à l'heure je vous parlais de vision du vivant. Une première différence importante entre deux agriculteurs, c'est celui qui va considérer sa plante comme un objet et celui qui va la considérer comme un sujet. Je dirais même, quelles que soient les méthodes qu'il utilise. Je commence par ça peut surprendre.
Mais c'est fondamental. Les travaux qu'on mène donnent une vision vraiment très différente de celle qu'on peut avoir du vivant en général. Si je vous disais qu'on était structuré musicalement, tout le vivant, si je vous disais que ces structures musicales étaient des éléments qui permettent de la communication entre organismes vivants. Communication, je mets des guillemets, mais en tout cas, échange d'informations. Ça sous-entend que, et ça sans matière, bien sûr, ça sous-entend que le vivant s'est structuré, s'est organisé à distance dans l'évolution. Je ne peux pas présenter en détail tous ces travaux, on est à votre disposition au salon. Mais voilà, le fondamental, c'est considérer cette plante comme des sujets et non plus comme des objets. Merci. Moi, je vais reprendre la parole un petit peu pour parler de la vision qu'on a chez Ferme d'Avenir, qui est très différente, qui est légèrement différente. Nous, on va essayer de prendre le système dans son ensemble, mais justement parce qu'on n'est pas des techniciens sur le terrain, qu'on est une association militante, on essaie d'avoir une vision sociétale de l'agroécologie. Comme le disait Sébastien, il n'y a pas de cahier des charges qui régit l'agroécologie, il y en a un pour le bio, mais le bio, c'est l'une des branches de l'agroécologie. Donc, ce qu'on dit chez Ferme d'Avenir, en général, c'est que l'agroécologie, pour nous, c'est toute démarche de progrès qui permet à une ferme à la fois de préserver les ressources naturelles dans un contexte de limite planétaire, de nourrir les Français, parce que c'est quand même ça aussi le but de l'agriculture, c'est de nourrir les gens, et de permettre à l'agriculteur de vivre de son métier. Donc on a essayé de lister les 10-12 enjeux auxquels va être confronté le monde de demain et le système agricole et alimentaire. Et donc pour nous, une ferme agroécologique, c'est une ferme qui essaye de répondre à l'ensemble de ces enjeux, sans pour autant encore être parfaite ou être dans des modèles de labellisation très poussés. Mais en tout cas, dès qu'il y a une démarche de progrès sur la prise en compte de ces enjeux, pour nous, c'est un début de démarche agroécologique. Et on essaye de surtout pas opposer les modèles. Il y a des grands courants qui vont être l'agriculture bio, que la plupart des gens connaissent déjà, la conservation des sols, qui va pour le coup arrêter de travailler ses sols, avoir des couverts permanents. Et donc, on essaye d'avoir une vision qui est plutôt attachée aux résultats et pas aux pratiques. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir que telle ferme, elle a tel ou tel label, c'est vraiment à la fin d'avoir une ferme qui stocke du carbone, qui régénère la biodiversité, qui permet à l'agriculteur de vivre dans des conditions dignes et de encore une fois, nourrir les Français avec des aliments sains et qualitatifs. Effectivement, je pense que c'est super important de souligner ça, c'est que il ne faut surtout pas opposer des chapelles. Je pense qu'il faut au contraire encourager les initiatives et les bonnes volontés. Je crois qu'on est tous les 5 ici des acteurs de cette démarche-là. Opposer un agriculteur conventionnel à un agriculteur bio en disant il y a un gentil et un méchant, ça fera pas avancer la préservation du climat, ça fera pas avancer la démarche d'une agriculture plus responsable et plus durable. Il faut au contraire actionner tous les leviers possibles pour que le plus grand nombre des agriculteurs soit conscient de ces enjeux-là et il soit contributif. Aujourd'hui, vous avez, selon les pays et les cultures, entre 10 et 20% des agriculteurs qui sont des irréductibles conventionnels. Vous avez environ un 5e également qui sont des irréductibles bio ou permaculteurs et très engagés. Et vous avez une zone grise qui fait, en fonction des cultures et des pays, entre 50 et 75%, qui vont butiner dans les deux modèles. Et l'enjeu, je crois qu'on est tous contributeurs et d'accord là-dessus, l'enjeu c'est justement de faire en sorte que cette masse de la majorité des agriculteurs franchissent le pas, partiellement dans un premier temps, pas forcément aller jusqu'au bio, mais partiellement, commencent à substituer des pratiques, arrêter le travail des sols, réfléchir sur la gestion du carbone, comme vous le disiez tout à l'heure, limiter ces intrants chimiques pour soit arrêter d'utiliser des intrants ou utiliser des intrants biologiques pour baisser ces IFT. Donc les IFT, c'est un mot technique, c'est les indicateurs de fréquence de traitement, c'est le nombre de traitements chimiques qui sont utilisés. Et donc l'enjeu, il est de faire basculer partiellement ces agriculteurs vers des solutions plus raisonnées, et on y revient. Et le raisonné, c'est du combinatoire dans un premier temps. C'est garder peut-être, quand c'est impossible autrement, qu'il y a des impasses techniques, des solutions conventionnelles de l'agriculture d'hier, mais montrer qu'il y a des choses qui peuvent venir alléger ces usages, les verdir,
et répondre à la fois aux exigences de santé, de climat, de nourriture, de revenus et des attentes des consommateurs aussi qui, à 70%, placent la nécessité d'avoir une agriculture locale et plus saine parmi leurs préoccupations majeures. Tu veux compléter ? Ouais, c'est pour revenir un petit peu sur cette problématique. Qu'est-ce que l'agriculture ? Finalement, c'est un petit peu comme un artiste et une œuvre. Un agriculteur, c'est sa culture. La culture, elle est liée aussi à son expérience, sa connaissance. Et effectivement, plus on a d'expérience et de connaissances, plus on arrive à se sortir de certaines problématiques, quitte à se remettre totalement en cause à certains moments. Il n'y a pas de modèle spécifique. Sur le même territoire, sur quelques dizaines d'hectares, vous pouvez avoir certaines parcelles qui nécessiteront un travail du sol parce que vous avez des spécificités pédologiques qui vont le nécessiter. D'autres endroits où effectivement on procédera différemment. C'est bien connaître son territoire. Je rejoins Pedro là-dessus. C'est aussi bien connaître le vivant, les contraintes du vivant, les contraintes des plantes et considérer, je dirais plutôt une agroholistique plutôt qu'une agriculture. Je vais me permettre, je mets un peu les pieds dans le plat. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Après, j'apporterai une nuance, c'est que il y a des modèles agricoles qui sont en inadéquation par rapport au fonctionnement des choses. Quand je dis des choses, c'est de l'écosystème. Et il y a des modèles agricoles compatibles. Aujourd'hui, scientifiquement, on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et les principaux freins à l'adoption de nouveaux modèles sont plutôt sociaux que techniques. Nous, aujourd'hui, on a assez peu de blocages techniques sur la mise en place de systèmes matures. Pourquoi j'ai pris cet exemple des 2 parcelles viticoles, c'est que quand vous prenez l'agriculteur, vous le mettez en face des 2 champs et vous lui dites regarde, tu vois bien que ton travail du sol n'a pas fait infiltrer l'eau et qu'en fait tu es en train de détruire ton capital sol, il va dire ok je vois, mais il va donner plein d'arguments pour continuer à faire la même chose. Alors qu'il t'avait dit 2 jours plus tard qu'il était comme saint Thomas, il fallait qu'il voie pour croire. Alors tu le mets devant, il le voit, mais il veut quand même pas croire. Parce qu'en fait la croyance prévalente est plus importante, parce que ça voudrait dire que ça fait 20 ans qu'il fait une opération qui n'est pas très utile. Donc, j'apporterai juste cette nuance-là. À un moment donné, il y a des choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de juger. Hein. Je veux dire, on ne va pas dire, toi, tu as fait mal, tu as fait bien. Par contre, aujourd'hui, on sait discerner. Et donc, le discernement pourra être important. Et le premier pilier du discernement de est-ce que ça marche ou pas, c'est est-ce que mon système agricole permet d'avoir un sol fertile. Et aujourd'hui, la caractérisation d'un sol fertile, on sait le faire. Voilà. Et donc, je pense que ça, c'est très important. Et notamment sur le volet matière organique. Et bon, on avait des petites photos là, peut-être à vous montrer. On va voir si on arrive à les trouver. Mais grosso modo, un processus important que vous pourriez tous dans la salle vous rappeler, c'est un mot, la photosynthèse. Voilà. La photosynthèse, c'est quoi? C'est la transformation de l'énergie solaire en énergie chimique consommable. L'arbre que vous voyez là, ou là on ne voit pas bien, mais les arbres et l'herbe, etc., font de la photosynthèse. Cette biomasse-là est consommée par d'autres animaux que nous consommons, ou alors on va consommer directement le végétal. C'est la seule manière que nous tous, et n'importe quel animal ou insecte sur Terre, ait de l'énergie à sa disposition. Et la photosynthèse, on appelle ça la productivité primaire, c'est fait par les végétaux. Et si je veux de la biodiversité, je ne peux pas la protéger. Je dois l'alimenter. Moi, cette notion de protection de la biodiversité, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. On doit protéger les processus qui permettent à la biodiversité et au cycle de se réaliser. Mais se focaliser sur le cycle, sur la biodiversité en tant que telle, n'aide pas. Donc c'est ça qui est important. Et rappelez-vous que la photosynthèse, on est tous des produits directs ou indirects de la photosynthèse. Et l'agriculture qui réprime la production photosynthétique à l'hectare ne peut pas être une agriculture durable. Quand je vois au printemps des plaines entières où tous les sols sont nus avec les semis de tournesol et les semis de maïs et qu'il n'y a pas eu de couvert végétal durant l'hiver, on ne peut pas être dans une agriculture durable, quand bien même, pour le label HVE par exemple, on a des rotations un peu aménagées et on a diminué un peu les traitements. Donc c'est là où cette notion de discernement est importante. La régénération commence par la régénération des sols, qui est l'épiderme de la Terre, et à partir de là, tous les modèles peuvent venir s'appliquer. Par contre, dire mon modèle détruit les sols, ou en tous les cas ne les entretient pas comme il faudrait, mais c'est durable parce que vous comprenez, il faudrait que toutes les agricultures puissent être coexister, je ne pense pas que ça soit forcément la meilleure des choses. Il faut à un moment donné avoir du discernement et savoir dire les choses, ce qui ne veut pas dire qu'il faut accuser et jeter l'opprobre sur les systèmes prévalents. On a aujourd'hui la connaissance qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Voilà. Oui, nous, pour aller dans ton sens, ce qu'on dit chez Ferme d'Avenir, c'est qu'on a une vision qui est ambitieuse et pragmatique. Ambitieuse en termes d'ambition environnementale et sociale, mais pragmatique aussi sur la difficulté qu'il y a à mettre en place ces systèmes. Mais effectivement,
il faut quand même y aller, il faut y aller vite. Alors du coup, à ce sujet, est-ce que vous pouvez chacun présenter peut-être une initiative, un projet que vous avez mis en place avec vos structures respectives, une démarche de progrès justement qui aille vers l'agriculture régénératrice pour l'un ou l'agriculture raisonnée pour l'autre? Qui veut? Bon, alors je vais commencer si vous voulez. Bon, Ferme d'Avenir, je vous ai déjà présenté. Donc nous, on est une association de soutien au développement de l'agroécologie. Je ne reviens pas sur la définition de l'agroécologie, parce qu'on vient beaucoup d'en parler. Aussi sur le fait que ça peut recouvrir différentes pratiques. On n'a pas parlé d'agroforesterie, mais on pourra en reparler un petit peu, ce qui revient à remettre l'arbre un peu au système, au cœur du modèle de la ferme. Et nous, chez Ferme d'Avenir, donc concrètement, on outille, on forme, on accompagne et on finance les agriculteurs et les futurs agriculteurs qui ont des projets agroécologiques. Et donc en 10 ans, on a financé, on a une plateforme de financement participatif par exemple qui a financé 12 millions d'euros grâce à l'épargne de 90 000 citoyens qu'ils ont mis auprès d'agriculteurs pour monter une serre, monter un magasin de producteurs. On a développé des dizaines d'outils qui sont utilisés par des porteurs de projets qui veulent s'installer. On a formé 1000 personnes pour être des futurs maraîchers et agriculteurs, dont 80% d'entre eux sont installés ou en cours d'installation. Et on accompagne aussi plein de projets en agroforesterie, des projets de collectivités territoriales qui veulent demain monter une ferme pour alimenter la cantine scolaire. Donc voilà, on est vraiment très actifs avec tout un tas d'activités. Et en 10 ans, toutes nos fermes avec lesquelles on a travaillé, on les met en réseau. Donc aujourd'hui, on a à peu près 1000 fermes avec qui on a un jour fait des projets depuis 10 ans. Et donc on recouvre un panel de production très large. On a des fermes maraîchères, comme là, bon, je ne sais pas à quelle distance si vous voyez bien sur la carte, mais il y a par exemple la ferme des Gobettes ou le Jardin de Demain en Normandie, qui sont des fermes ce qu'on appelle en maraîchage sur sol vivant. C'est-à-dire qu'encore une fois, elles appliquent les grands principes de l'agriculture de conservation des sols, qui est de ne pas toucher son sol, de le couvrir en permanence, d'allonger ses rotations, qui font du petit élevage pour apporter de la matière organique à leur culture et qui sont en circuit court. On a des fermes en élevage qui sont avec de l'élevage régénératif, en pâturage tournant, 100% à l'herbe, donc qui permettent de stocker du sol, stocker du carbone dans les sols plutôt, grâce au rôle des prairies. Et on a aussi des fermes qui sont en grande culture et qui arrivent à réconcilier justement l'agriculture bio et l'agriculture de conservation des sols. Donc tout ça, c'est tout un tas de pratiques et de modèles que nous, on documente via des contenus techniques pour les futurs agriculteurs ou des contenus pédagogiques pour des citoyens qui ont envie de s'emparer de ces sujets-là et de tout simplement comprendre un peu les enjeux de cette agriculture. Et donc maintenant, je ne sais pas... Ouais, là, je vous avais mis quelques exemples. Bah là, par exemple, c'est Méline et Antoine qui ont une vingtaine d'années, qui se sont installés en Normandie. Et donc, on a accompagné, on les a formés. On a aussi organisé, des fois, on organise des séminaires d'entreprise. Donc, une entreprise qui dit, bah, moi, je voudrais un team building sympa pour mes salariés. Donc, on a emmené 30 personnes sur la ferme de Méline et Antoine. Et pendant 2 jours, on a monté leur serre. Donc, eux, ça les aide énormément pour apprendre à avoir des bras, tout simplement, pour faciliter leur installation. Et puis, les gens, ils sont confrontés à ce que c'est exactement d'être agriculteurs. Donc, ils étaient ravis. Ils ont aussi été lauréats de notre concours en Normandie, parce qu'ils ont un modèle très intéressant. On a François et Nicolas qui travaillaient dans l'aérospatiale et le marketing à Paris et qui ont fait une reconversion professionnelle pour s'installer sur une micro-ferme en Essonne et qui ont envie, bon, ils font du maraîchage, mais ils ont aussi envie de réimplanter des cultures de thé en Île-de-France, parce que il y en a pas, donc c'est un peu leur pari. Donc on leur souhaite bonne chance, et c'est eux qui ont le record d'argent levé sur notre plateforme participative, parce qu'ils ont levé 35 000 € auprès de citoyens pour lancer leur projet. Et puis il y a d'autres exemples de fermes comme ça, pareil, une ferme dans le sud de l'Île-de-France, la ferme Sapousse de Florent et Sylvie, qui est une ferme en plantes aromatiques et médicinales et en maraîchage, qui sont très très poussées, qui accueillent plein de stagiaires pour les former à l'agriculture de demain, et que nous, on documente au maximum pour diffuser leur modèle et leurs clés de réussite au plus grand nombre. Voilà, et donc est-ce que maintenant... Alors, il n'y a pas de slide, visiblement. J'ai juste, donc je vais le faire a cappella, c'est pas très grave. Donc, M2I Group, c'est une PME française qui fête ses 10 ans.
et qui est devenu en quelques années le numéro 1 en Europe des phéromones pour la protection biologique des plantes et des cultures. Donc on développe des phéromones. L'agriculture du vivant et le biomimétisme, c'est de la science aussi. C'est pas que des bonnes pratiques et du bon sens environnemental. C'en est bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de contenu scientifique. Donc les phéromones, ce sont des odeurs qui sont naturellement émises par les insectes et qui leur permettent de communiquer entre eux pour se nourrir, se regrouper, se reproduire. Et donc notre travail, c'est d'identifier ces odeurs. Donc on est une sorte de parfumeur du vivant, de les reconstituer en laboratoire avec des procédés de chimie verte. Ça n'aurait pas du tout d'intérêt de faire du biocontrôle, donc des solutions biologiques avec une chimie pétro-sourcée et toxique. Donc des chimies vertes, sans solvant, sans forte température, sans pression, sans haute ou basse pression qui sont très consommatrices. Et donc on refabrique ces odeurs, ensuite on les formule. Donc les formuler, c'est comme un ingrédient naturel que vous avez dans un cosmétique, il faut ensuite le mettre dans une crème. Nous c'est pareil, il faut que cette molécule, cette odeur, elle soit contenue dans une matrice qui puisse être appliquée dans le champ ou dans la serre ou dans votre jardin. Ça marche aussi pour les particuliers. Donc on formule ça avec toujours des procédés de chimie verte à base d'eau et de cire naturelle pour faire des émulsions qui vont permettre de diffuser jusqu'à 6 mois ces odeurs dans les champs. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, on prend 50 grammes de cette odeur d'insecte, donc c'est l'équivalent de ce qui est émis par quelques milliers de papillons dans la nature. On les formule dans 1 litre de solution qu'on va ensuite pulvériser et qui va protéger un champ d'1 hectare pendant 2 mois. Donc 50 grammes pour 2 mois, et dans certaines cultures, notamment en foresterie, pour protéger les conifères, on est sur une quinzaine de grammes pour 7 à 8 mois de protection. Puisqu'en diffusant cette phéromone, on empêche les insectes de se retrouver, on les désoriente, et pas d'accouplement, donc ils ne se retrouvent pas d'accouplement, pas de prolifération, pas de reproduction, pas de larves, pas de dégâts. Donc voilà comment on travaille. Et peut-être un bon exemple pour conclure, un exemple de comment est-ce qu'on contribue à cette transition. Je le disais, il y a une nécessité aussi de favoriser, dans transition agroécologique, qui est un peu tout ce qui nous anime tous ici, il y a le mot transition, et c'est probablement le plus important. C'est comment est-ce qu'on déclenche cette prise de conscience et ces changements de comportement. Et chez M2I, on est exactement comme vous, à Ferme d'Avenir, on essaie de mettre le pragmatisme au premier rang, en disant que si on facilite l'adoption de nouvelles solutions plus responsables et plus respectueuses de l'environnement, on a déjà gagné le pari le plus difficile. On a enclenché la manœuvre. Et donc, l'idée, elle est de faire des produits qui ne soient pas forcément de l'agriculture de précision, même s'il y a beaucoup de contenu technologique, mais des choses qui soient très simples à mettre en œuvre. On a par exemple instauré la mise en place de phéromones liquides. Aujourd'hui, auparavant, les phéromones, c'était des bouts de plastique imprégnés, un peu comme un diffuseur contre les mythes vestimentaires dans votre penderie qu'on accrochait, et c'était très fastidieux, c'était très long, et c'était très compliqué, et c'était plein de solvants et plein de microplastiques. Ça n'avait pas de sens. Aujourd'hui, on les rend beaucoup plus simples à mettre en œuvre. On remplace un bidon d'insecticide conventionnel par un bidon de phéromone liquide. On l'applique au même moment, avec les mêmes outils. Simplement, on a une solution qui est respectueuse de la biodiversité, sans résidus, sans intrants, sans toxicité, et qui commence à être un premier pied à l'étrier à une transformation vers une agriculture plus responsable ou régénératrice aussi. Donc voilà un peu ce qu'on travaille. On a mis au point par exemple des solutions liquides pour la protection des vignes, mais également des solutions en betterave. On parle beaucoup de l'arrêt des néonicotinoïdes. M2I a développé une solution qui est un attractif d'insectes auxiliaires et bénéfiques, donc des coccinelles par exemple, qui vont venir sur la parcelle se nourrir des pucerons, qui sont les transmetteurs de la virus de la betterave, de la jaunisse de la betterave, et qui normalement étaient combattus par un insecticide neurotoxique qui s'appelait les néonicotinoïdes, avec l'impact sur la chute des populations d'abeilles. Donc ces insecticides toxiques sont interdits, il n'y a pas d'alternative vraiment satisfaisante aujourd'hui, donc on a mis en place un élément de complément qui va jouer avec les différents leviers de la biodiversité en faisant venir une population d'insectes prédateurs naturels. Parce que ce qui marche le mieux contre les pucerons, c'est encore une coccinelle. Ça manque 700 pucerons par jour, une coccinelle. Donc si on en fait venir quelques centaines sur l'hectare, le tour est joué et vous avez gagné. Donc voilà quelques exemples de comment est-ce que le biomimétisme, la science et la préoccupation d'une agriculture du vivant amènent à des solutions pragmatiques qu'on essaie de généraliser. Et aujourd'hui,
on a une quarantaine de produits dans une quarantaine de pays et on a fait du biomimétisme la clé de voûte de notre activité. Bonjour. Bon, faut qu'on se parle après. Nous, on met des fleurs, mais si on a les fleurs et les phéromones, je pense qu'on va avoir un package intéressant. Parce qu'ils arrivent toujours en retard, les auxiliaires. Et ils ont loupé leur train aussi, où ils font du stop. Et donc, le plus dur à gérer, c'est la gestion du risque par l'agriculteur. C'est-à-dire de lui dire, le puceron est là, mais s'il te plaît, ne sors pas le pulvé, parce que tu vas tuer le puceron et les auxiliaires. Et ces 7-8 jours-là sont très, très compliqués. Si on lui dit va pulvériser une phéromone, ça va lui faire du bien et donc on va pouvoir réussir, j'espère. Voilà, tout à fait. Donc, je vais vous présenter. Alors, c'est vrai que moi j'aime bien cet alliage high-tech, low-tech. Moi je suis spécialiste du low-tech, low-cost. Voilà, c'est la base en fait. Et après, il y a le high-tech qui va nous permettre de solutionner des problèmes qui sont là. On n'utilise pas des phytosanitaires parce qu'on adore se biberonner aux phytosanitaires. On utilise des produits phytosanitaires parce qu'il y a des problèmes en culture ou au niveau de l'élevage. Et donc, on doit les gérer. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler structurellement sur l'environnement autour de la plante ou de l'animal pour lui donner toutes les chances de ne pas avoir de problème. Puis quand il y en a, on doit avoir des solutions. Et la dernière solution qui vous sera présentée avec Genodic, c'est une solution éminemment innovante et je pense que vous en parlerez bien aussi. Il n'y a pas de meilleur produit que celui qu'on n'utilise pas, même quand il est bio. C'est vrai, tout à fait. Alors là, vous avez 2 parcelles et entre ces 2 parcelles que vous voyez, vous avez un chemin. Voilà, on n'est pas sur une parcelle qui a 2 km, on n'est pas sur une parcelle qui est loin. Et il est tombé la même quantité de flotte la veille. Donc là, il n'y a pas de différence. 2 parcelles côte à côte. Donc vous voyez que le sol réagit complètement différemment à l'eau et c'est ce que je vous exprimais en disant que effectivement l'eau, le cycle de l'eau est influencé par la santé des sols. Donc on a un sol en bas qui est un sol qui fonctionne bien et singulièrement il n'a jamais été travaillé et il y a un sol en haut qui fonctionne moins bien, il a été travaillé depuis très longtemps mais il y a une mauvaise gestion des matières organiques. Donc les matières organiques qui nourrissent le sol et la biodiversité des sols, ce sont les couverts végétaux, les fumiers, etc. Donc ça, c'est pour montrer que l'agriculteur qui, entre guillemets, va aller vers l'agroécologie, il a en tête ici, pour produire son blé, la production de lombric avant de produire le blé, la production d'un sol fertile avant de produire le blé, pour lui permettre de planter son blé sans travailler les sols. Donc on a un axe stratégique majeur qui a changé dans l'état d'esprit de l'agriculteur. En haut, on a un agriculteur qui va enchasser un certain nombre d'opérations pour produire ses tonnes de blé. Ça produit des tonnes de blé, il n'y a aucun problème là-dessus, mais vous voyez bien que l'interface avec l'eau, ça ne va pas. En bas, on a une production de blé qui va être équivalente, sans travail de sol, 70% de consommation de gazole en moins, 60% de temps de travail en moins, et pour le même résultat technique. On ne peut faire ça que s'il y a énormément de lombric dans les sols. La différence en quantité de vers de terre dans le sol du haut et le sol du bas, c'est x10 à peu près, x8, x10. Donc il y a une intensité d'activité biologique pour avoir le service. Voilà. Et ça, c'est des mesures qu'on fait au champ, qui sont assez connues, il n'y a pas que nous qui les faisons, ça a été connu et reconnu depuis maintenant quasiment 20 ans. Mais si je veux plus travailler mes sols, je dois bien remplacer la charrue par autre chose. Cette autre chose, c'est de l'activité biologique, et donc il faut la régler et l'alimenter. Voilà, ça c'est le delta. Donc là, vous avez un sol en parfaite santé, vous voyez, il se casse, il se brise facilement. On a 50% de terre fine, vous voyez que quand je casse cette brique de sol, cette portion de sol, j'ai 50% de terre fine, et que chacun des petites mottes qui sont résiduaires sont percées de trous de lombric partout. Ça, c'est un sol, il n'y a pas besoin de le travailler. Il est perforé, aéré naturellement par l'activité biologique. Donc, là, je ne sais pas votre niveau d'implication au niveau de la production dans la salle, mais quand vous parlez à un agriculteur de ce procédé-là, ça lui paraît toujours un peu fumeux. Voilà, je raconte un conte pour enfants. Voilà, ça fait 15 ans que je suis dans le métier, mais je raconte un conte pour enfants. Donc, en fait, la question, c'est comment j'arrive à convaincre quelqu'un qui n'a jamais fait confiance au vivant pour pouvoir lui structurer ses sols, parce que c'est vrai que c'est plus facile d'allumer un tracteur et de rentrer dans le champ. Et ça marche, enfin, je veux dire, voilà. Par contre, il y a un effet du vivant qu'il va falloir accepter, et c'est une collaboration qui se fait sur le temps long, oui et non. En 3-4 ans, on peut déjà avoir des effets. Là, c'est quand même un effet qui est acquis au bout de 7-8 ans d'effort. Voilà, donc je mets du temps pour casser la machine, mais je dois mettre du temps pour la refabriquer derrière. Ça vous donne aussi le momentum de l'agriculture, c'est du moyen long terme. Là, vous avez entre un sol qui marche et un sol qui ne marche pas,
l'interaction avec l'eau et sa qualité. Vous voyez bien que dans des sols trop travaillés, donc qui se dispersent dans l'eau, eh bien, je vais avoir de l'érosion et je vais avoir aussi une fuite éventuellement de polluants ou autres. Je vais aussi charger les rivières en sédiments, alors qu'un sol qui résiste à l'eau, le vivant résiste à l'eau. Si vous et moi, on ne résistait pas à l'eau, on aurait des problèmes dans cette salle. On fait des faits de 70% d'eau. Un sol vivant est un sol qui résiste à l'eau. Un sol qui ne résiste pas à l'eau a un problème dans sa vitalité et dans son activité biologique. Voilà. Donc tout ça pour dire que nous, ce qu'on fait, et dans les cas que je vais vous démontrer, c'est de passer de ce type de paysage qui compose 80% de notre agriculture, et encore une fois, je ne jette pas la pierre. Il a fallu produire et on a réussi à le faire. L'agriculture conventionnelle a fait des choses extraordinaires. On a réussi à produire. Maintenant, on dépend d'un certain nombre de fonctions écosystémiques. Comment je fais pour changer ce type de paysage qui est trop pauvre finalement en végétal, hein, on se rappelait le rendement de la photosynthèse. Bien, je vais récolter l'énergie du soleil grâce à notamment des couverts végétaux et une rotation des cultures adaptées. Donc là, vous avez par exemple l'implantation d'un soja en direct dans une couverture de seigle triticale. Donc là, vous voyez quand même que le champ a une autre tête. Par contre, c'est vrai qu'il n'a pas l'air très propre. Semer là-dedans, si je n'ai pas la machine adaptée, je ne peux pas le faire. Et donc, j'ai une forme de transition. Donc, j'ai une transition achat de machine, j'ai une transition dans ma tête parce que semer là-dedans, ça va rendre fou mon grand-père et mon père. Et on a également des adaptations en matière de gestion de la fertilisation, etc. Parce que cette paille, elle va consommer de l'azote pour être, on va dire, dégradée. Là, c'est pas très grave, un soja produit son propre azote, mais si je fais ces techniques-là avec d'autres plantes, je vais devoir adapter mon plan de fertilisation. Voilà. Vous avez la même chose en arboriculture, avec des plantes à fleurs à fort niveau de biomasse entre les arbres. Et là, vous avez une parcelle qui allait être arrachée parce que l'eau stagnait trop dans les sols. 2 ans plus tard, c'est une parcelle très productive de l'exploitation. Et là, on est chez un exploitant qui a 1000 hectares. Donc ce n'est pas le petit exploitant, c'est quelqu'un qui développe des choses à l'échelle industrielle. Et donc le low-tech, low-cost, planter une graine, c'est peut-être aussi une des meilleures biotechnologies. Est-ce que vous connaissez une biotechnologie qui produit de la structure de sol, qui capte l'énergie du soleil, qui produit des auxiliaires, parce que là on a des fleurs, et qui s'auto-miniaturise en fin de saison? C'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas avoir mieux que ça. Donc là, vous avez les modèles en arboriculture avec différentes façons d'implanter en interrang. Donc vous avez soit voilà, des légumineuses pures pour amener de l'azote et de la structure de sol, des couverts avec des fleurs ou des couverts plutôt avec des graminées entre des abricotiers pour couvrir les sols. Modèle en grande culture, je sème à l'intérieur du couvert végétal. J'ai évidemment des pratiques intermédiaires. Hein. Je vais le dire parce que c'est important de se parler vrai. Dans les 2 systèmes que vous voyez ici, il y a l'utilisation de glyphosate pour tuer le couvert végétal et pas travailler les sols. Si vous voulez ne pas utiliser de glyphosate, eh bien là, pour le coup, il faudra travailler un peu les sols parce que les systèmes comme ça sont très compliqués. Et donc, on rentre dans la vraie vie. La vraie vie, c'est du compromis. Voilà. Et donc, quand on dit par exemple que le glyphosate tue les vers de terre, moi je n'apprécie pas plus que ça le glyphosate, j'en bois pas le matin, mais dire que le glyphosate tue les vers de terre, c'est une contre-vérité scientifique. Moi j'ai fait des dizaines de milliers de trous dans les sols, avec glyphosate et couvert végétal, j'ai plus de lombriques que sans glyphosate en travaillant les sols comme un fou. Bon, c'est la vie, c'est le constat scientifique. La science, ça fait partie du système. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts. Hein. Moi je suis 100% dans les efforts pour s'émanciper des produits phytosanitaires. Là, vous avez des systèmes, là, il n'y a pas de glyphosate, ne vous inquiétez pas, en vigne. Donc là, vous avez des systèmes où on écrase le couvert et ça fait un paillage. 15 degrés de différence à la surface du sol entre l'endroit où j'ai écrasé le couvert et l'endroit où je ne l'ai pas fait. Donc en période de changement climatique avec des canicules, je vous garantis que l'interaction avec le stockage de l'eau dans la parcelle et la limitation de l'évapotranspiration à la parcelle est extrêmement important. Voilà. Un autre système en viticulture, en système contraint en eau, ici on est en Ardèche. On a ce beau couvert qui pousse, on a des fleurs, on l'écrase au sol et plus rien ne repousse derrière puisque je me retrouve avec voilà, un paillage qui vient stocker de l'eau. Voilà, donc nous aujourd'hui on développe ces techniques-là sur une centaine de milliers d'hectares dans une vingtaine de pays. On travaille pour les gros industriels en effet, mais moi j'ai toujours été persuadé que pour faire la bascule, il fallait travailler sur des petites et des grandes surfaces et j'ai spécialisé l'entreprise pour le faire sur des grandes surfaces parce que il faut avoir un impact voilà, sur le maximum de surface possible avec ces éléments-là. Merci. Et si
si la musique aidait à soigner les plantes. Et oui, quelques notes et mélodies bien choisies pourraient permettre à certaines cultures de résister à des maladies ou même à mieux grandir. C'est le dossier de ce journal. Il est signé Anne-Charline Lambard et Noé Salem. Sur les terres bretonnes, de drôles de sons supplantés par endroits le traditionnel biniou. Des compositions diffusées plusieurs fois par jour par ces boîtes à sons. Au milieu de sa serre, Gwenaëlle Floch en a installé une pour sauver son exploitation bio. L'année dernière, un virus, celui de la mosaïque du concombre, avait alors tout décimé. En l'espace de 4-5 semaines, le virus avait emporté cette culture. Et donc pour l'instant, je trouve qu'elle se comporte plutôt bien. Équipée depuis mars dernier, Gwenaëlle voit bien quelques feuilles avec des traces de décoloration, signe de la présence du virus. Mais la plante résiste et produit de beaux concombres. La protéodie, nom de ce traitement mélodique, n'est pas l'œuvre d'un mélomane. Elle est basée sur un fait. Lors de la synthèse de protéines, des acides aminés émettent des fréquences, des mélodies qui peuvent stimuler ou inhiber une protéine. C'est quand même assez dingue de se dire que la musique peut interférer dans la synthèse des protéines et le développement des organismes. À l'université de Cergy-Pontoise, des chercheurs s'intéressent au pouvoir de ces sons. Dans différentes salles sans lumière, Pedro Ferrandis, cofondateur de l'entreprise qui commercialise le procédé, installe ses diffuseurs. Ça surprend. Je vous disais tout à l'heure une autre vision du vivant. On est structuré en musique, le vivant en général. Et les reproductions qu'on fait sur le terrain, avec les 150 agriculteurs chez qui on travaille, leur permettent de stimuler la photosynthèse, leur permettent de résister au stress hydrique. Olivier va en parler un petit peu. Leur permettent de vivre avec des maladies et non plus combattre des maladies. Gwenaëlle Floch, le maraîcher là, il a une virose chez lui, la mosaïque du concombre, le CMV. C'est classique, c'est courant, il n'y a pas de solution, si ce n'est arracher. Et en fait, il vit avec. Les séquences qu'on diffuse vont ralentir le développement du virus. Et à contrario, stimuler la défense de la plante. Et du coup, la plante vit avec le virus bien et produit correctement. Il m'a appelé tout à l'heure, la saison en Bretagne n'est pas top, il n'y a pas de soleil, il faut stimuler la photosynthèse, c'est ce qu'on va faire. Je vais faire ça de mon téléphone. Et il commence à avoir des attaques de mildiou sur ses tomates. Je vais lui mettre une protection sur le mildiou. Oui, donc effectivement, des fois, ça peut surprendre. L'idée, c'est de partager, d'apporter une preuve de concept entre un laboratoire de recherche, quelque part, et une équipe qui s'intéresse à quelque chose qui est assez disruptif, hein, l'acoustique pour, entre guillemets, soigner les végétaux. Nous, ce qu'on voit au niveau des laboratoires de recherche, c'est la volonté aussi de participer à des projets, d'apporter un regard scientifique. On n'est pas là pour croire, on n'est pas là pour ne pas croire. La croyance n'est pas du domaine scientifique. On est là pour, effectivement, par des protocoles expérimentaux, mettre en place une démarche scientifique qui va permettre de valider, d'infirmer ou, au contraire, de détruire une hypothèse de départ. Et de toute façon, c'est la façon dont on a décidé de travailler ensemble. Il n'y a pas de relation d'argent. Je ne travaille pas pour Genodix, il ne travaille pas pour le laboratoire Hermès. Donc, c'est beaucoup plus sain. Et notre stratégie, c'était d'apporter une preuve de concept sur un modèle expérimental en laboratoire, de façon à avoir une base du côté scientifique, alors que, pour l'instant, vous aviez la base du côté plutôt agriculteur. L'approche terrain est extrêmement importante, parce que c'est l'utilisateur qui, finalement, va utiliser, va maîtriser, mais il faut aussi concevoir une approche un petit peu plus fondamentale pour façon à mieux comprendre des choses qui sont un petit peu différentes, même aussi pour les phéromones, hein, c'est le même système, mieux comprendre l'origine de ces molécules, mieux comprendre l'origine de l'impact du son. Et effectivement, par cette approche-là, on approche les 5 sens, on a aussi l'ouïe. Ce qu'on entend dans l'environnement n'est pas anodin, on est réactif à notre environnement sonore, et un petit peu c'est ce qu'on a voulu faire ensemble, de montrer effectivement cet aspect particulier de en quoi des ondes sonores, des ondes acoustiques peuvent moduler le comportement du vivant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?
Oui, alors, je vais... Bonjour, alors j'étais très intéressé par votre système pour aider les plantes grâce à la musique. Est-ce que vous avez des différentes mélodies ou différents sons qui ont du coup des impacts différents sur des maladies, ou pour stimuler plutôt la pousse, ou pour aider à combattre des maladies? Alors Pedro, je vais commencer si tu veux. En fait, au départ, c'est à façon. Finalement, tout le travail va être un travail un petit peu comme pour les phéromones, aller rechercher finalement la protéine d'intérêt à partir de laquelle vous allez, chez Genodix, proposer la séquence acoustique qui va correspondre. Il y a un gros travail de fond, finalement, c'est quelle séquence acoustique pour quelle protéine, et quelle protéine permet quelle adaptation du végétal à son environnement. Tu peux compléter, hein, Pedro? Alors, ce qu'on essaie de faire, alors l'idée du concept, c'est qu'au niveau de la synthèse des protéines, il y a des mécanismes ondulatoires. La synthèse des protéines, c'est propre à tous les organismes vivants. Il y a des mécanismes ondulatoires qui ont des composantes musicales. Alors, tout ça, c'est des mots qui sont durs à avaler. Et quand on reproduit ces suites de fréquences associées à la suite d'acides aminés de la protéine que l'on veut stimuler, ça donne des structures musicales, vraiment musicales. En les reproduisant en phase, on augmente la synthèse de la protéine. En opposition de phase, on ralentit la synthèse de protéines. Mais non seulement ça, toutes celles qui ont des petits morceaux en commun. Et c'est là où le vivant est incroyable. Vous avez le mildiou qui communique avec la vigne. Les protéines du mildiou communiquent avec celles de la vigne. Celles du virus communiquent avec celles du concombre. En fait, le vivant est une symphonie ambulante. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, bonjour. C'est assez enthousiasmant de voir autant d'émergence, de techniques, etc., de moyens, de produits. Moi, je voulais revenir à la question de l'impact sur la manière de produire, mais quantitativement, c'est-à-dire en France aujourd'hui. Vous parliez avant finalement de persuader les agriculteurs qui sont dans la zone grise. C'était un petit peu le début de vos interventions. Et moi, je me dis, on n'a pas affaire à des électeurs isolés, on a affaire à type électeurs isolés. On a affaire à une profession qui est quand même structurée, syndicalisée. Et par rapport à ça, je me demandais quelle était, d'une part, la perméabilité de la profession aux idées agroécologiques, parce que je suis véto, ça fait 20 ans que je travaille en élevage, j'ai ma petite idée, mais forcément un peu limitée. Et deuxième chose, là, vous proposiez soit de l'aide au financement, ça s'adresse d'ailleurs plutôt à des néo-ruraux, pas que je pense, mais c'est la clientèle prioritaire. Donc pas les agriculteurs, pas la transmission, etc. Ou alors des solutions techniques. Hein. Quelle stratégie d'influence on peut avoir finalement de la part des acteurs de l'agroécologie pour que, pour le dire un peu crûment, en chambre d'agriculture, on entende parler de ça, parler de ces techniques, de ces façons de voir, etc., etc. Voilà. Je pense que votre éclairage sera précieux. Merci pour la question. Donc je suppose que vous parlez du contexte français, parce que c'est radicalement différent. C'est-à-dire qu'en fait, en France, la profession est très structurée et organisée, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Voilà. Par exemple, quand nous on va bosser en Pologne, entre guillemets, on a champ libre. Il n'y a personne qui va sur les fermes. Alors qu'en France, on a un nombre incalculable de personnes qui passent sur les fermes. C'est incalculable. On a une densité de techniciens par agriculteur en France qui est, je ne sais pas, c'est 5 ou 6 fois plus que dans le deuxième pays, je dirais. J'exagère peut-être, mais pas si loin. Donc effectivement, la profession est très, très structurée. Moi, je pense que ce qui manque le plus, c'est effectivement la diffusion des bons messages techniques et une forme, alors je vais mettre des gros guillemets, hein, mais d'ignorance sur le rapport coût-bénéfice du changement. Nous, aujourd'hui, on quantifie tous les itinéraires que je vous ai montrés selon 3 paramètres. L'agronomie / l'environnement, hein, l'impact sur les sols, la biodiversité, etc. Ça, c'est entre guillemets ce qu'achète la société. C'est ce que vous, consommateurs, vous achetez, et c'est ce qu'achètent les grands groupes qui vous vendent des produits. Par contre, l'agriculteur, qu'est-ce qu'il achète? Les plus convaincus vont acheter la même chose. Les gens sensibles, les agriculteurs sensibilisés vont vouloir cela. Pour la plupart, ils vont vouloir de l'argent et du temps.
Donc l'itinéraire technique gagnant, c'est celui qui permet de gagner de l'argent et du temps et d'avoir l'impact sur l'environnement le plus positif possible. Moi, j'ai dû me contraindre à ça. Le début de ma carrière, c'était beaucoup de fougue et d'envie d'aller dans ce sens-là, on va dire par conviction et par conscience. Aujourd'hui, pour passer à l'échelle, il faut convaincre un esprit rationnel et monétaire, et si on ne le fait pas, c'est compliqué d'avoir un impact fort. C'est ce que recherche aussi, je pense que vous parliez des syndicats majoritaires, etc., qui font leur travail par rapport à la majorité des agriculteurs, qui ont besoin de vivre de leur métier. Voilà. Et donc l'idée, c'est de calibrer un système qui, en soi, fonctionne d'un point de vue économique, d'un point de vue adoptabilité, c'est-à-dire que ça ne doit pas prendre 3 fois plus de temps qu'avant, et avoir le bon tracé environnemental. Si on arrive à cette équation à 3 inconnus, je dirais, on arrive à convaincre beaucoup plus facilement. Et aujourd'hui, avec le prix du gasoil, le prix des intrants et le prix des machines, je vous garantis que l'équation est très facile à équilibrer. On serait dans les années 70, ça serait un enfer, mais aujourd'hui, en 2024, toute non-utilisation de quelque chose permet d'avoir une rentabilité accrue. Juste avant de te laisser la parole, Marion, je vais juste mettre un mot. Ça fait 10 ans qu'on propose ces solutions-là aux agriculteurs français et étrangers. Il n'y en a jamais un qui nous a dit c'est une connerie, pour parler crûment. Ils sont tous, à partir du moment où on remplit les équations économiques et les résultats, ils sont tous partants. Donc l'image de l'agriculteur barricadé chez lui qui ne veut pas entendre parler d'une nouvelle solution parce qu'elle est plus durable, c'est un archétype que je n'ai pas rencontré en 10 ans. Donc ça, c'est un message optimiste. Et je pense qu'on le partage. Il y a des experts et ils savent que la solution, elle existe et il faut simplement le rendre accessible, facile et économique. Une seconde. Juste pour ajouter, ce que je pense que les agriculteurs dans cette zone grise ne supportent pas, c'est quand on vient leur appliquer une façon de penser. Il faut les convaincre par la technique. Si on vient leur dire, voilà le modèle sociétal qui va avec la façon de produire et c'est ça que je veux que tu fasses, sans parler du reste, c'est très compliqué parce que là on est dans une conquête des esprits et ça effectivement ils n'aiment pas. Ouais, et pour conclure, moi je dirais, nous, la preuve en fait c'est ce qui va marcher le mieux. Donc nous c'est pour ça qu'on essaye d'identifier des fermes qui sont très ambitieuses d'un point de vue environnemental, social et qui arrivent à se payer un salaire en ayant un rythme de travail qui est acceptable, et ensuite on va le documenter vraiment précisément pour quand on va voir des agriculteurs leur dire regardez ça marche, parce que ce qui revient le plus souvent comme contre-argument de tous nos modèles et nos pratiques agroécologiques ou régénératrices, c'est 1, ça nourrit pas les Français, et 2, les agriculteurs peuvent pas en vivre. Et donc nous on arrive avec des contre-exemples de chiffres de regarde cette ferme, regarde ce qu'elle produit, regarde les quantités, regarde combien ils touchent précisément par mois, regarde combien il travaille et regarde l'amélioration de son sol, etc. Donc c'est vraiment l'exemple par la preuve. Et pour répondre à votre question, oui, il y a beaucoup de néo-ruraux, et tant mieux, parce que voilà, il va falloir qu'on renouvelle la régénération agricole. Mais il n'y a pas que, nous on a aussi des gens qui reprennent la ferme de leurs parents. Et c'est justement ce passage de génération que on se pose des questions et que c'est le moment de changer. Donc souvent ça arrive aussi. Donc je pense que comme il faut qu'on conclue, je dirais, n'hésitez pas à venir nous rejoindre respectivement sur nos stands et on sera ravis d'échanger avec vous pour laisser la place au suivant. Merci à tous.